Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un projet de film assez fascinant d'après les documents qu'on a reçus, Les rêves empêchés. On a pas mal de matières, hein. Notes d'intention, synopsis, fiches techniques, même des bouts de scénario, un traitement séquence par séquence, un mood board. Bon, notre mission, si on l'accepte, c'est de décortiquer tout ça, de voir ce qu'il y a derrière. Tout à fait. Et d'emblée, ce qui est intéressant, c'est comment le projet se définit lui-même. Les documents insistent là-dessus, ce n'est pas une enquête sociologique. Ah non, pas du tout. Non, c'est présenté comme un poème visuel et sonore. L'idée, c'est vraiment d'interroger une génération, celle née autour de la révolution tunisienne, mais par un prisme artistique, sensoriel, bien au-delà du docu factuel, quoi. Oui, c'est ça. Poème visuel et sonore. Le réalisateur Radouane Mazoun, il cherche pas à faire un constat, j'ai l'impression. Plutôt à offrir une expérience, peut-être. C'est exactement ça. Une expérience. Les notes parlent de fresques chorales et sensorielles pour interroger cette génération un peu marquée par la désillusion après les grands espoirs, hein. C'est ça. Et la structure narrative qu'ils envisagent, elle est assez parlante. C'est-à-dire? Ben, on part d'une mosaïque de portraits, 8 jeunes, et ce qui est malin, c'est que leurs histoires, elles vont pas forcément se croiser de façon classique, tu vois. D'accord. Le lien, il se fait autrement, par des motifs symboliques qui reviennent, qui circulent entre eux, la mer, les murs, les écrans, le silence. Ces trucs-là tissent des liens, des échos. Ça crée une polyphonie, en fait. Une polyphonie. J'aime bien l'idée. Le récit est fragmentaire, oui, mais unifié par ce qu'ils appellent une respiration commune. D'accord. Une respiration commune. Et ça rejoint cette tension dont tu parlais, qui est mentionnée dans les notes, silence et cri. C'est assez fort comme opposition. Oui, très fort. On sent ça chez les personnages, hein. Certains sont dans des silences, lourds, on va parler de Karim, je pense, Oui. et d'autres, c'est plus un cri, comme Anis, le rappeur. Ça colle parfaitement à la tagline du film, d'ailleurs. Ah oui, la tagline. Que reste-t-il du rêve quand tout semble l'empêcher? C'est percutant. C'est très juste, hein. Ça dit pas que le rêve est mort, ça dit qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui résiste, quand même. C'est toute la nuance de l'empêchement. C'est pas la fin, c'est l'obstacle. C'est subtil. Alors justement, ces personnages, ces jeunes, on en a 8. Ils incarnent chacun une facette de ces rêves empêchés. On peut peut-être en évoquer quelques-uns? Oui, bonne idée. Alors, il y a Yassine, 23 ans. Lui, son truc, c'est l'exil. Obsédé par ça, toujours tourné vers la mer, d'après les notes. Et Myriam, 21 ans, étudiante, mais elle écrit de la poésie en secret. Ces mots, elle les garde pour elle, enfermés. Voilà. Et à l'opposé, t'as Anis, 19 ans. Rappeur à Kasserine. Lui, il utilise la musique pour sortir ce qu'il a en lui, quoi. C'est son cri. D'accord. Et donc leur fonction, si on suit les notes de conception? Bah, ils fonctionnent comme des miroirs, oui. Ils incarnent différentes facettes de cette jeunesse post-révolution. Ce sont des archétypes, mais très ancrés dans la réalité tunisienne, hein. Le chômage des diplômés, la précarité, l'évasion dans le virtuel, l'usure militante, la répression. Iba, Ayman le taxi, Nidal le gamer, Rim la militante, Karim. C'est ça. Mais le projet, il veut pas juste faire une galerie de cas sociaux, tu vois. Ah, complètement. Le fait que leurs destins ne se croisent pas forcément directement, Oui. mais résonnent les uns avec les autres, comme disaient les notes, via des symboles. Un ballon qui roule, un poème murmuré, le silence de Karim qui recouvre les autres, s'écrit quelque part. Ça montre bien qu'on cherche une sensation collective, pas une intrigue classique. Oui, et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, ce sont les petits extraits de scénario qu'on a. On entend leur voix intérieure. C'est pas juste une observation de loin. Ah oui, ça c'est crucial. Mariem, par exemple, en voix off, mes mots brûlent ma langue. Je les enferme dans du papier. Ça dit tout de cet empêchement, non? Absolument. C'est une image très forte. Au Karim, qui parle de son emprisonnement pour un post Facebook. Mes mots sont devenus une cellule. Mon silence, une clé rouillée. C'est waouh. Ça donne vraiment le ton poétique et profond qu'il recherche. Tout à fait. Ces voix off, ces pensées intimes, elles sont pas juste là pour caractériser. Une note explique qu'elles sont là pour tisser des liens invisibles entre les personnages, pour construire cette polyphonie, ce murmure collectif dont on parlait. Tu parlais d'esthétique tout à l'heure. Les documents sont d'ailleurs très clairs là-dessus. C'est sensoriel, symbolique, poétique. Oui, La caméra, par exemple. Il y aurait deux styles, parfois très proches, sur les visages, les gestes. Une note dit portée à l'épaule, discrète, vivante, pour capter le souffle, l'intime. oui, le détail. Et d'autres fois, des plans fixes prolongés,
pour faire sentir l'attente, le vide, ce temps un peu suspendu. C'est ça. Et le mood board visuel, il confirme ça. Il parle d'une palette de couleurs off, gris urbain pour la stagnation, bleu froid des écrans, ocre poussiéreux du réel. Ocre poussiéreux, oui. Oui. Et puis, quelques éclats de rouge ou de vert, peut-être pour suggérer une énergie qui résiste, qui est encore là malgré tout. Et les textures, les murs écaillés, le vert des écrans, la poussière, le métal rouillé. Il y a une vraie volonté de créer une atmosphère qu'on peut presque toucher. Et le son, alors? Il est traité avec la même importance, j'imagine. Les notes parlent du son comme d'une matière invisible du rêve. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que c'est pas juste la bande-son du réel, quoi. Même si les ambiances sont importantes, hein, les cafés, les klaxons, les notifs. Oui, pour l'ancrage. Exact. Mais l'idée forte, c'est d'utiliser les silences assumés. Pas comme des vides, mais comme des présences. Comme des personnages à part entière, c'est le terme utilisé. Ah oui, c'est intéressant ça. Le silence de Karim, bien sûr, mais aussi les silences d'attente, d'incompréhension. Et à ça, tu ajoutes les voix off fragmentées et une musique très rare et discrète, plus une respiration qu'autre chose. Cette approche du son, de l'image, du silence, ça fait penser à certaines influences qu'il revendique, non? Exactement. Il cite Robert Bresson et son cinématographe. L'idée de Bresson, en gros, c'est de ne pas faire du spectacle, mais de capter des signes, des suggestions. Souvent par le son, le détail. Il cherche le poids du silence, l'invisible. Et comment ça s'appliquerait ici? C'est une façon de suggérer l'intériorité des personnages, leurs rêves empêchés, sans avoir besoin de tout dire, de tout montrer, de tout dramatiser de façon classique. Le but, c'est de faire sentir une atmosphère, une condition, pas de raconter une histoire abaissée. Faire sentir. D'accord. Et ça passe aussi par des symboles visuels forts qui reviennent, d'après ce qu'on lit. La mer, par exemple. Oui, la mer. Pour Yacine, c'est une double image. La promesse, d'ailleurs, l'évasion, mais aussi la menace, le danger. Les murs aussi sont très présents. Ils portent la mémoire effacée, les graffitis recouverts. Mais ils symbolisent aussi les obstacles. C'est ça. Il y a aussi la lumière artificielle, les écrans, les néons, décrite comme une lumière qui brille sans éclairer. Une sorte d'illusion peut-être. Peut-être. Et puis des petits objets du quotidien. Un ballon abandonné qui roule, des cahiers secrets, une clope partagée, des fragments poétiques qui relient discrètement les personnages. Ces symboles, c'est ça les vrais fils conducteurs de la fresque. Parlons un peu plus des influences. Parce que la liste est euh, longue. Cinéma, poésie, théorie, comment on s'y retrouve? Oui, c'est vrai, c'est assez riche. Au cinéma, bon, on a parlé de Bresson, mais il y a aussi Kiarostami. Abbas Kiarostami. Oui, pour l'art de filmer l'attente, le quotidien fragile. Ça colle bien avec ce sentiment de temps suspendu, non? Oui, c'est vrai. Nuribil Ceylan aussi, pour la lenteur contemplative. Et puis des cinéastes comme Chris Marker, Chantal Akerman. Plus côté essai, pour le rapport au réel, au temps, à la mémoire. Des cinéastes du fragment, de l'introspection. Et en dehors du cinéma? Littérature, poésie? Oui, la poésie arabe contemporaine est citée. Mahmoud Darwish, Abou El-Qassem Chebi, pour les thèmes du rêve, de l'attente, de la liberté. Kafka aussi, Kafka. Pourquoi? sans doute pour l'absurde, le sentiment d'enfermement face à des systèmes qui écrasent. Ça peut faire écho aux difficultés des personnages, non? Et même les arts visuels, les graffitis effacés, la photo urbaine, type Gieur ou Latif Alani, qui capturent la trace, la mémoire, l'effacement. C'est une galaxie assez impressionnante. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça fasse un peu catalogue? C'est quoi le point commun, au fond? Je pense que le point commun, c'est la recherche de formes qui sortent du récit classique, pour mieux capter une sensation, un état intérieur. Les notes théoriques le disent bien. Ah oui, Elles citent Gilles Deleuze, par exemple, ces cristaux de temps. En gros, c'est des moments où l'action se fige, où le personnage regarde, se souvient, rêve. Le temps n'est plus linéaire, il s'épaissit. Ça colle parfaitement à ce sentiment de stagnation des personnages, non? oui, complètement. Donc ces références théoriques, c'est pas juste pour faire joli, ça justifie des choix esthétiques forts. Exactement. Ça montre une vraie réflexion sur comment le cinéma peut dire l'absence, le fragment. Même la référence à Eisenstein est intéressante. Eisenstein, Oui. le maître du montage choc. Oui, mais le projet dit vouloir réinterpréter ça en un montage poétique d'écho. Donc pas le conflit frontal, mais plutôt des résonances subtiles entre les plans, les sons. C'est une façon de dire, on va vers un cinéma de la sensation, de la suggestion, pas du reportage direct.
Ce qui nous ramène aux thèmes principaux que ce film veut explorer avec cette forme particulière. Quels sont ceux qui ressortent le plus? Le thème central, c'est celui du titre, hein. Le rêve empêché. Pas mort, mais entravé. Ça recouvre la désorientation des jeunes, le manque de perspective, le chômage, Iba, la diplômée qui est vendeuse. voilà, la précarité. Et puis, très fort, la tension liberté-répression. Avec Karim, oui. Son silence après la prison pour un post Facebook, c'est emblématique. Ça suggère une peur, une autocensure peut-être. Absolument. Et ça se lie à la quête d'identité. Comment trouver sa place dans une société décrite comme fragmentée? C'est la question de Meriem et sa poésie secrète, ou de Rime et son militantisme épuisant. Et l'exil. Réel, rêvé, redouté par Yacine, mais aussi l'exil intérieur, virtuel, chez Nidal, le gamer. C'est ça. Et toujours cette opposition silence-cri. Le silence de Karim, de Meriem, face au rap d'Anis, à l'énergie de Rime. Le film semble vouloir capter ça, l'étouffement et la pulsion de vie qui essaye de percer quand même. Et un point qui semble important, dans les notes, dépasser le contexte tunisien. Oui, c'est crucial. C'est ancré en Tunisie post-révolution, bien sûr, mais ça vise une portée universelle. La question posée, c'est comment les jeunes générations, un peu partout, vivent cette tension entre espoir et désillusion, entre le rêve et ses empêchements. C'est une condition assez contemporaine, finalement. Donc si on résume un peu notre plongée dans ces documents, les rêves empêchés, ça se dessine comme un projet cinématographique audacieux. Pas de facilité narrative, une approche sensorielle, poétique, fragmentée, pour essayer de capter quoi? La vibration intime d'une génération tunisienne face à la fragilité de ses rêves. C'est ça. Le langage cinématographique lui-même, les échos, les symboles, les silences, est au cœur du projet. L'intention, c'est de faire entendre un murmure collectif, c'est ça? Oui, c'est joliment dit dans les notes. Montrer que même empêché, le rêve n'est pas mort. Il respire encore, il persiste. C'est ce souffle, peut-être fragile mais tenace, que le film veut capter. Une forme de résistance intime, quoi. Et pour laisser une dernière pensée, le titre c'est Empêché. Pas perdu, pas brisé. Les notes insistent là-dessus. Alors c'est quoi la différence au fond entre un rêve qui est empêché et un rêve qu'on abandonne? Et comment un film comme celui-ci, par la poésie, la suggestion, peut explorer cette zone grise, cette persistance face à l'obstacle, sans forcément donner de réponse, mais juste nous faire ressentir cette tension? C'est une excellente question pour finir. Ça laisse à réfléchir sur la force de l'art à capter ces nuances-là, justement. Ce qui résiste, même dans le silence.